Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anna Alou. J'ai longtemps travaillé pour Esomar et je travaille maintenant comme consultante, offrant mon expertise et mon soutien pour développer les activités d'Esomar en Afrique. Cette session d'aujourd'hui est dédiée à notre communauté francophone. Cette plateforme nous permet d'explorer des thématiques et des défis propres à cette région. Avant de commencer, permettez-moi de présenter brièvement les activités que ESOMAR a développées en 2025 pour les années suivantes dans le but de rassembler les communautés ESOMAR d'Afrique et les aider à se développer, renforcer les communautés ESOMAR d'Afrique et développer la formation en offrant des opportunités de réseautage et des opportunités aussi commerciales. Renforcer les dialogues avec les ensembles des associations africaines et inclure l'Afrique dans le calendrier mondial des activités ESOMAR. Notre plan Afrique a été élaboré grâce à l'expertise d'un comité consultant composé des collègues venant de différentes régions d'Afrique. En 2025, on a déjà développé plusieurs community circles comme cette d'aujourd'hui, en ligne sur divers sujets d'intérêt en anglais et en français, ainsi que quelques événements en présentiel au Nigeria et aussi dans l'Afrique du Sud. En regardant vers l'avenir, nous voudrais un peu garder un œil sur les prochaines activités ESOMAR en Afrique, mais nous sommes vraiment ravis de lancer une conférence panafricaine qui rejoindra nos conférences régionales existantes en Amérique latine, Oui, trouvez-moi le même. Asie-Pacifique, Si. Amérique du Nord et bien sûr notre congrès annuel. Permettez-moi de vous Benjamin, je peux présenter voir le petit casque s'il n'y a alors pas les bruits. la conférence qu'on va dérouler à Nairobi, au Kenya, dans le mois de février, du 3 au 5 février, et c'est la première conférence panafricaine que ESOMAR va organiser. Et on espère qu'on va continuer à l'organiser dans le futur. Regardez un peu le programme. Le programme est déjà sur le site ESOMAR. Et n'oubliez pas de vous enregistrer parce que maintenant, on a déjà une date, c'est le 19 janvier, dans laquelle vous pouvez vous enregistrer avec un prix spécial. Maintenant, je voudrais vous présenter la modératrice de cette session, c'est Siam Malek, Managing Director et Partner chez Integrate au Maroc. Et Siam, avec nous, a préparé un programme très enrichissant. J'espère que vous allez joindre aussi la conversation, la discussion qu'on va commencer dès maintenant. Alors, Siam, à toi. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. En tout cas, je suis très ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session du Community Circle ESOMAR Africa. Comme l'a bien dit Anna, ce n'est pas le premier, ça ne sera certainement pas le dernier. À chaque fois, on essaie de ramener des sujets qui nous intéressent ici en Afrique et des sujets sur lesquels on pourrait débattre ensemble, des sujets où on pourrait apprendre l'un de l'autre. L'objectif de ce Community Circle aujourd'hui, c'est de discuter de l'IA, mais d'une manière différente. Pas l'IA qu'on connaît, pas l'IA qui nous fait peur, pas l'IA qui nous excite, mais l'IA qui nous sert tous les jours dans notre travail en tant que chargé d'études, qu'on soit du côté client, qu'on soit du côté de l'agence. Donc, avec moi aujourd'hui, un panel très riche, un panel d'experts
Je commence par ordre de passage. Dr Laurent Flores, le pédagogue de l'IA qui aide plusieurs entités dans l'intégration de l'IA, dont les études de marché. Dr Laurent Flores de l'atelier IA et Université Paris-Panthéon. Avec moi aussi Charlotte Taupin. Charlotte qui a fait de l'IA on va dire son nouveau métier, qui se concentre, on va le voir plus tard, donc CEO de Datelia. Isabelle aussi, Isabelle Fabry, qui est assez active dans les études de marché en général, mais aussi dans l'IA. Et c'est pas loin de ce matin, elle présentait le code de la data synthétique des homars en France. Et on aimerait bien, dans le futur, l'inviter aussi à nous présenter ce code-là. Mehdi Amen, qui est le CEO, Directeur Tech and Analytics d'Integrate, donc il est avec moi dans l'équipe. Je sais très bien ce qu'il fait. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager avec l'équipe, avec nous tous. Nabil Bellam, General Manager Emerald Consulting. Je sais que Nabil, tu as une expérience assez large sur le domaine des études en général, mais aussi l'IA en Afrique du Nord, mais de façon plus générale en Afrique. Et Willy Mbacha, qui est là pour nous donner cette perspective un petit peu du côté client, de comment l'IA peut être utilisée côté client. Donc voilà, c'est une présentation rapide du panel. Mais avant de rentrer dans les différents sujets spécifiques, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour poser une base commune. En fait, on parle tous de l'IA depuis un bon moment maintenant, entre fascination, inquiétude, promesses commerciales. Et parfois, on a l'impression d'entendre la chose et son contraire. Donc, mais qu'est-ce que veut dire l'IA dans notre métier? Est-ce que c'est toujours un concept abstrait? Comment elle s'insère dans dans la chaîne de valeur qui existe déjà, avec ses différentes étapes, avec ses différentes exigences, ses fragilités, ses opportunités? Et donc, pour bien cadrer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on commence avec un point fondamental qui est comment aujourd'hui l'IA se connecte-t-elle au travail des insights, au travail des études de marché? Et qu'est-ce qu'elle apporte concrètement et pas théoriquement à notre métier, à notre façon de travailler? Et pour ça, je me tourne vers toi, Laurent. Euh, je sais que tu travailles beaucoup avec différentes entités dans l'IA, mais pour les études de marché, comment l'IA aujourd'hui s'intègre réellement dans la chaîne des valeurs des études et qu'est-ce qu'elle apporte comme gain plus concret aujourd'hui à notre métier? Merci Siam, merci Anna et merci à Isomar pour cette invitation. Merci à mes collègues qui sont là. Je suis ravi de prendre la parole quelques instants très rapidement pour essayer de poser un cadre. Alors, qu'est-ce qui m'autorise à le faire? C'est entre guillemets d'abord la connaissance métier du market research. Alors peut-être qu'il y en a des gens qui ne me connaissent pas, mais j'ai assez longtemps œuvré dans ce secteur d'activité en ayant été fondateur d'une entreprise, de deux entreprises dans l'univers du market research aux États-Unis, en Europe. Et j'ai longtemps œuvré au sein du conseil ESOMAR en ayant été président il y a à peu près une dizaine d'années. Et donc, en fait, c'est d'abord en fait la connaissance métier et la chaîne de valeur. Et puis, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le regain d'intérêt par rapport, on va dire, au métier du market research, c'est que en ayant presque 60 ans, j'ai eu la chance de vivre, je suis en train de vivre la troisième révolution technologique. La première, c'était quelque chose dont on ne se rend pas compte, mais qui a véritablement changé ce métier-là, comme beaucoup d'autres, c'est le PC, le personal computer de l'époque, avec une première évolution technologique. La seconde, qui on croyait allait vraiment changer la chaîne de valeur qui est bien évidemment Internet, que j'ai vécu aux États-Unis à la fin des années 90 en montant une boîte, une entreprise dans le market research, mais qui était très web-centrique. Mais en fait, pour essayer de grossir le trait, je ne pense pas véritablement que Internet ait véritablement changé le métier sur la totalité de sa chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que grosso modo, si je peux donner une image, on a simplement changé de tuyau. Avant, on avait un tuyau qui était le téléphone ou un tuyau qui était le face-à-face. On a mis un autre tuyau et la réalité des process et de la chaîne de valeur, c'est qu'elle n'a pas vraiment changé. Pourquoi? Parce qu'on prend toujours, entre guillemets, même si ça va plus vite, encore une fois, on a gagné en coût et en efficacité de temps. Malgré tout, cette réalité, en fait, c'est que les process, la façon de travailler n'a pas forcément, effectivement, énormément changé. Par contre, ce qui est, je pense, vraiment très disruptif, justement, avec cette troisième révolution, dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on va considérer l'intelligence artificielle, je pense, comme un révélateur des dysfonctionnements
d'une organisation, du métier au sens large. Pourquoi? Parce que je pense que, et c'est pas moi qui le dis, il y a un certain nombre, on va dire, d'appréhensions. On croit que l'IA est magique, mais l'IA n'est pas magique parce que certainement que les researchers le savent très bien. On parle de garbage in, garbage out. La qualité de l'input va dépendre, c'est de l'input que va dépendre la qualité de la sortie. Et ça se retrouve très pleinement dans l'IA. Et avant même de vouloir faire des choses avec de l'IA, il va falloir organiser ces flux de données. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas à la machine, qu'elle soit intelligente ou simplement, on va dire, très, par exemple, data et statistique oriented, elle ne pourra pas faire des choses toute seule. Il faut donc d'abord l'éduquer. Et ça renvoie encore, du coup, en fait, à la notion de process. C'est pour ça que je parle souvent de chaîne de valeur, du brief à la collecte jusqu'au rendu à l'analyse. Mais une fois qu'on a dit ça, et quand on s'intéresse justement à ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est ça qui est assez fou et assez génial par rapport à l'IA, c'est beaucoup plus disruptif. Pourquoi? Parce qu'on peut poser, on peut mettre en avant les 4 types d'usages en fait de l'IA que je définis de la façon suivante. Si on peut avancer sur le slide suivant, merci. En fait, pour essayer de vous donner des éléments de repère, vous avez en fait, on va partir, je remets mes lunettes parce que sans lunettes, je vois pas. Ça, c'était la révolution du temps aussi. On va partir en fait du premier type de support de l'IA. On part du bas et on dit en fait cette typologie en fait, elle met en avant les 4 types d'usages qui va de supporter et assister le quotidien du market researcher, qu'il soit du côté supplier ou du côté client. Le second type d'usage, ça va être potentiellement de remplacer une certaine partie des études qui sont faites aujourd'hui avec les moyens traditionnels, le online faisant partie de ces moyens traditionnels. Le troisième type d'usage de l'IA, ça va être de combler un certain nombre de manques, des choses qui n'étaient pas forcément possibles avant. Alors, je vais y revenir dans un instant. Et finalement, le quatrième type, ça va être faire des choses qu'il n'était pas possible de faire avant. Et on va y revenir dans un instant. Et donc, du coup, gardez cette typologie en tête. Elle vient pas forcément de moi, je l'ai affinée, mais en fait, il y a d'autres universitaires qui travaillent là-dessus, à Columbia en particulier, ou à Wharton. Il y a un excellent papier qui est sorti dans HBR, Harvard Business Review, et qui reprend ces 4 types, et qui, en faisant un état des lieux, en fait, de l'usage de l'intelligence artificielle dans le marketing, mais en insistant en particulier sur un métier qui est plus disrupté que la moyenne, c'est le métier du market research. Alors, qu'est-ce qu'on entend par supporter? Le support et l'assistance, c'est tout ce qu'on a connu au départ quand on a mis la main sur ChatGPT. Très simple de faire reformuler un texte, de faire traduire un texte, de lui donner de l'input et il va nous aider à embellir, reformuler, etc., etc. Mais le support doit pouvoir s'entendre également dans notre capacité à travailler des process qui vont pouvoir, entre guillemets, dans un premier temps, automatiser un certain nombre de choses dans le quotidien du market researcher. Et ça passe par quoi? Par exemple, ça passe par l'écriture automatique de synthèse. Ça passe par la génération automatique de questionnaires. Donc, un certain nombre de choses qui vont pouvoir être automatisées, mais encore une fois, sous la condition, et ça, je pense que ça renvoie à la notion de process et de chaîne de valeur. L'IA est très bonne lorsqu'on l'exploite sur des chaînes sur des tâches qui se veulent répétitives. Donc ça sous-entend qu'il va falloir apprendre à la machine et reconsidérer la façon dont on travaille de façon à remettre à plat une partie de ces process pour être capable de mettre à plat des flux de données qui vont pouvoir être structurés. On apprenne à la machine ce que l'on veut et à ce moment-là, elle va pouvoir faire des choses assez extraordinaires. J'imagine que vous faites tout ça en partie. Le point ici, c'est plutôt que de le recommencer à chaque fois que vous utilisez ChatGPT dans votre chat conversationnel, là, ça va être de travailler sur de l'automatisation grâce à des process mis en place et potentiellement, dans certains cas, à certains modèles d'agents pour pouvoir déléguer une partie du travail. Et c'est là que le gros du travail peut se mettre en place aujourd'hui dans un premier temps. Et je pense que là, surtout avec le développement de la techno en l'espace de 3 ans, c'est-à-dire avec des outils de base, que sont ChatGPT, les appels aux API, les différents types de modèles, vous pouvez essayer de réimaginer, de déléguer une partie de vos tâches. On pourra donner d'autres exemples tout à l'heure s'il y a des questions par rapport à ce sujet. Deuxième point, et certainement celui qui fait le plus peur, et je trouve qu'en fait, en discutant à la fois avec les gens du métier côté institut et annonceurs, et les annonceurs sont très concernés par ça aussi, on a peur du remplacement. Et je trouve que si je faisais une comparaison avec le online que j'ai très connu il y a maintenant 25 ans dans ses développements,
Je pense que ça va 3, 4, 5, 10 fois plus vite que le online dans la capacité à faire des choses. Ça sous-entend quoi? Le online à l'époque permettait surtout, je disais tout à l'heure, on change de tuyau pour aller et interroger des gens, mais c'est toujours des vrais gens qui répondent. Et ça, le tout renvoie, le remplacement, c'est faire des études totalement, certains types d'études, sans passer par les méthodes traditionnelles. On peut revenir sur les types d'études qui sont le plus faisables aujourd'hui, mais il semblerait qu'il y ait un compromis qui commence à se dégager sur le fait que les fameux personas synthétiques sont des alternatives intéressantes pour faire des groupes quali, par exemple, sur certains sujets qui demandent d'avoir des réponses très rapides. Et typiquement, aujourd'hui, il est possible de lancer un groupe, d'avoir une analyse et une synthèse avec des verbatims en l'espace de, je n'exagère pas quand je dis ça, en l'espace de 30 minutes, entre le moment où je mets en place le brief et le moment où je vais recevoir mon rapport. Alors bien évidemment, c'est pas miraculeux, c'est pas aussi, on va dire, miraculeux que, ou en tout cas intéressant que la recherche au sens humain du terme, mais ça donne des réponses et je pense que la réponse, ça va pas forcément remplacer ce que vous faites aujourd'hui, mais il y a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché, des gens, des sociétés qui faisaient pas forcément des études et qui font de plus en plus d'études grâce à ça. Et c'est assez intéressant d'ailleurs pour le constater en discutant avec des sociétés qui font du panel synthétique. Leurs premiers clients, ce sont des clients dans les médias, par exemple, qui testent beaucoup, par exemple, d'avant-première sur des programmes, des spots, etc., etc. On pourra y revenir dans un second temps. Deuxième type, donc remplacer. Troisième type, c'est combler. Et le combler, ça renvoie beaucoup, je crois, à ce qui est j'ai pas le temps de faire un certain nombre de choses. Je vais avoir ma réponse assez rapidement, même si c'est une réponse indicative. Ben, même en faisant du online, j'ai pas forcément la capacité d'avoir une réponse pour ma réunion sur un quali, par exemple, dans une demi-heure. Ben là, ça va combler un manque important. Mais une autre réponse alternative dont on parle beaucoup, c'est le boost d'échantillons synthétiques à partir de données synthétiques, où en fait, on va peut-être combler un manque de budget, encore une fois, ou un manque de capacité à avoir le temps nécessaire pour aller faire peut-être, je sais pas, je fais un test de concept, et plutôt que d'interroger 150 répondants réels, je vais essayer d'impliquer des données, des répondants synthétiques dans mon échantillon de lecture des résultats. Alors, ce ne sera pas 100% de l'échantillon, bien sûr, mais c'est à tester et élaborer selon les problématiques, selon les catégories de produits et selon les cibles. Ça peut être 20, 30, 40% de l'échantillon qui va être synthétique. Donc, on va combler un manque qui va être lié à la difficulté à trouver un certain nombre de cibles, à manquer de temps, etc., etc. Et finalement, et c'est pas un rêve, ça existe déjà. Il y a des gens, il y a des clients qui sont avancés, il y a des boîtes qui sont pas issues forcément du market research, qui sont issues de la tech et qui vont développer ce que souvent on appelle les digital twins ou les jumeaux numériques, où je vais reproduire un persona idéal, si c'est mon client idéal, et je vais utiliser et le solliciter régulièrement sur tout type d'application et en ayant en fait le rêve du market researcher, c'est-à-dire quelque part peut-être d'avoir des répondants infatigables qui vont pouvoir répondre à l'infini. Et donc du coup, encore une fois, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Voilà aujourd'hui en fait, quand on fait un point en tout cas sur qu'est-ce qu'on peut faire de l'IA dans le market research, voilà les quatre types de choses. La réalité des usages, si on essaie d'attribuer sur un score de 100%, je pense que si vous passez plus de 50 ou 70% de votre temps à passer du temps pour essayer d'améliorer, d'aller plus vite et gagner du temps, et donc en efficacité et donc en marge, c'est le type 1 sur lequel vous devriez vous concentrer. Ça sous-entend également que dans la chaîne de valeur, personnellement, en fait, une prestation que je vendais peut-être en prestation de conseil, je sais pas, peut-être 10 avant ou 10 000 € avant, aujourd'hui, sur le même type de niveau de prestation, peut-être que je vais la vendre 3 ou 4 000 €. Ça ne veut pas dire que je vais baisser mon niveau de qualité, mais j'ai intégré la valeur travail, qui n'est plus simplement une valeur humaine, mais une valeur relayée par la machine dans la prestation liée au client. Et je pense que c'est un point important qui est en train de se passer, pas forcément dans le market research, mais allez voir ce qui se passe du côté du conseil, chez McKinsey, chez Accenture, où ils sont en train de totalement remettre en place la chaîne de valeur en recrutant de moins en moins de juniors et en déléguant une grande partie des tâches à l'IA, en particulier sur les fonctions juniors. Voilà ce que je voulais vous présenter pour essayer de caler le cadre. On pourra revenir là-dessus, bien évidemment, et j'imagine que mes camarades auront l'occasion d'illustrer
peut-être chacun de ces 4 types. Ensuite, je serais ravi de reprendre des questions et puis de participer à la discussion ensuite. Merci de votre écoute et merci à Siam et à Isomar encore une fois. Et la parole est bien évidemment à Siam et ma camarade pour reprendre la main dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurent. Franchement, très, très eye-opening, comme on dit en anglais. Moi, je retiens le garbage in, garbage out. Je retiens les 30 minutes pour un focus group. Et là, ça me fait peur, pour être honnête. J'essaie d'imaginer comment on va y arriver de ce côté du monde, en Afrique. Et en parlant du garbage in, garbage out, je vais donner la parole à Charlotte parce que toi, Charlotte, tu travailles spécifiquement sur cette première partie qui est en amont, dans la préparation d'une étude, d'un projet, même avant le brief peut-être. Et donc, tu interviens sur cette partie que Laurent a appelée supporter. Donc, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton travail, de ce que tu fais et de comment aujourd'hui l'IA participe à cette étape-là. Très bien. Bonjour à tous. Merci Siam, merci Isomar, merci de cette invitation et de cette opportunité. Moi aussi, je suis dans ce métier depuis longtemps, dans le market research depuis très longtemps. J'ai longtemps travaillé dans les instituts plutôt. Et le sujet qui me passionne depuis plusieurs années maintenant, 4-5 ans, c'est redonner du temps aux gens qui font ce métier. C'était déjà possible avant l'IA, ça c'est devenu non seulement accessible, mais facile de rendre son métier toujours aussi robuste quand on fait attention, mais facilité en fait par la technologie. Donc moi, je me suis vraiment intéressée à cette partie-là, effectivement ce qu'a appelé Laurent tous les usages de supporter le quotidien des gens, assister le quotidien des gens, que ce soit en institut ou que ce soit chez l'annonceur, faire en sorte que sur tout l'ensemble de la chaîne, on puisse gagner du temps, mais aussi gagner de l'impact. Et c'est ces deux facettes qui m'intéressent, c'est à la fois reprendre la main sur toute la connaissance qu'on accumule dans une entreprise pour l'exploiter davantage, pour la partager mieux et plus souvent. Et donc peut-être d'ailleurs avoir du temps pour explorer d'autres solutions qu'a montré Laurent. Il y a énormément de champs des possibles dans notre métier en réalité, mais la première des choses finalement, c'est de bien capitaliser sur la connaissance qui est acquise. Et c'est ça mon sujet, c'est là-dessus que je travaille depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on a une solution d'IA qui s'appelle Datelia, avec un E, ne vous trompez pas, Datelia, qui permet en fait d'optimiser l'usage et l'exploitation des études grâce à l'IA, mais pas n'importe comment. Et Datelia, c'est le meilleur outil du quotidien des researchers parce que c'est une vraie collaboration entre l'humain, la personne et l'IA. Et si on fait les choses correctement, ça augmente son impact, ça augmente la qualité de ce qu'il délivre et ça ne le remplace pas. Donc, je suis bien encore dans le assister. Ça permet d'assister et c'est effectivement la première des choses, c'est le garbage in, garbage out. C'est la leçon principale de notre approche. Donc, si on peut aller sur la slide d'après, j'ai essayé d'illustrer en fait la manière dont on peut travailler avec l'IA aujourd'hui et pourquoi en fait c'est si important. C'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est si important d'avoir comment faire pour que l'IA soit fiable, comment faire pour être en confiance avec l'IA quand on fait notre métier. Et quand on fait notre métier, Laurent le disait tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que fondamentalement, on ne va pas changer de métier. Notre métier, on est researcher, notre métier, c'est de délivrer des insights qui soient justes, qui soient actionnables et que tout le monde puisse s'en emparer. Ça ne va pas changer fondamentalement. Ce qui va changer, c'est notre façon peut-être de l'appréhender, de faire, mais on a toujours des garde-fous qui sont fondamentaux dans notre métier et qu'il faut reproduire en fait tout en utilisant l'IA. Et pour moi, l'IA, c'est vraiment une partie
de l'histoire, mais il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire, et notamment, vous voyez, le premier bloc, ça s'appelle connaissance structurée, c'est-à-dire que, avant tout, le point commun derrière tout cet enthousiasme d'IA, toutes les briques qu'a montré Laurent, tout ce qu'on va faire avec l'IA, d'abord, la première des choses, c'est d'avoir, de maîtriser ce qui rentre. Donc, les sources internes, c'est les sources même externes, en tout cas, ce sur quoi on va travailler quand on travaille dans ce métier, quand on veut faire des projets à partir de la connaissance, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Sur quoi je travaille? Pourquoi? Parce que, Laurent l'a dit, je le redis, l'IA, c'est pas magique. Donc si on pose, les questions qu'on va lui poser, les réponses vont dépendre de ce qu'il y a derrière. Donc si on ne vérifie pas, la fiabilité des sources qui sont derrière un projet, quel qu'il soit, même si on pense que c'est valable. Par exemple, quand on travaille avec, par exemple, sur toute une bibliothèque dans un SharePoint, par exemple, dans une entreprise, on se dit: «Bah, ça, c'est mes sources internes, donc c'est OK». Il y a des exemples de clients qui travaillent comme ça, en disant: «J'ai branché Copilot sur mon SharePoint, donc maintenant je pose des questions et n'importe qui le fait d'ailleurs dans l'entreprise, comme ça on a nos réponses». Parce que de toute façon, c'est nos sources internes. Ça, c'est même la pire des choses parce que, OK, c'est des sources internes, mais elles ne sont pas vérifiées pour le projet en question. Donc ça se trouve, on a des données erronées, on a des données intermédiaires, et le cas qui m'a été présenté, moi, c'est quelqu'un qui a posé des questions, qui a fait un travail d'analyse sur un corpus sans regarder, donc sur son SharePoint. Et en fait, les sources utilisées, c'était un masque avec des fausses données. Donc c'était un exemple de rapport, en fait. Ce n'est pas du tout un rapport. Mais l'IA, elle ne sait pas ça, elle. L'IA, elle ne sait pas faire la différence entre un rapport correct et un rapport pas correct. Donc c'est bien humain de se dire: «OK, je travaille sur un corpus de données, je sais ce que c'est issu de mes données internes et donc c'est chouette, ou c'est même issu des données externes et c'est très bien aussi, mais je sais ce sur quoi je travaille». Et c'est la première des choses, quel que soit le projet d'IA que l'on ait envie de faire. J'ai suivi des webinaires sur les personas, donc quand on veut vraiment aller très loin dans l'IA, mais malgré tout, ça reste la première des étapes, c'est-à-dire de structurer la connaissance sur laquelle on veut travailler pour qu'on soit sûr et certain de la fiabilité des sources. Et ça, c'est encore une fois complètement la réalité de notre métier depuis toujours. Et il n'y a pas de raison, parce qu'il y a de l'IA, que ça change en réalité. On a toujours vérifié, on a toujours on a toujours fait très attention à la pertinence des sources. Il n'y a pas de raison que ça change demain avec l'IA. Et la deuxième des choses qui est très, très important, c'est que la donnée interne, c'est aussi un avantage stratégique pour l'entreprise. Donc, il ne s'agit pas, avec l'IA, on a l'impression aussi qu'en fait, il y a toutes les réponses à toutes les questions. Et encore une fois, ça peut enrichir la connaissance que de se reposer sur ce qu'on sait. Et donc, l'IA, dans un cas comme celui-là, en tout cas comme dans Datelia, ça permet simplement de remettre au centre les données internes de l'entreprise qui sont stratégiques et qui ne sont pas suffisamment exploitées parce qu'elles sont souvent rangées quelque part dans l'entreprise. Plus personne ne les utilise, plus personne ne sait même qu'elles existent. Et donc, avant d'aller chercher à l'extérieur dans ChatGPT des réponses à des questions qu'on se pose, il faut remettre au centre en fait la donnée interne qui est en fait l'asset le plus stratégique d'une entreprise. Autre exemple qu'on a travaillé aussi avec un client, c'est une segmentation qu'on avait faite en interne et qu'on est allé enrichir avec d'autres données, qu'on a permis de croiser des données. Donc c'est ça aussi, c'est à ça que sert l'IA. Quand on sait ce qu'on va pouvoir aller croiser comme données, qu'on sait que c'est fiable, qu'on sait que ça vient de l'interne, qu'on sait ce que c'est. Donc on peut aller croiser du CRM, on peut aller croiser des avis clients, on peut aller croiser sa segmentation, tout ça en croisant. Donc même avant de faire des personas synthétiques et de les faire parler, en fait, la première étape, c'est de bien être en phase avec la connaissance et la puissance des informations qu'on a déjà en interne. Exemple donc, sur le health snacking, on a fait ce travail avec une marque et on a croisé beaucoup de données
à lui, en sachant très bien ce qu'on était en train de faire. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait peut-être déjà fait dans une autre vie avant l'IA, mais là, on l'a fait beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus exhaustive, puisqu'on est vraiment allé regarder partout dans toutes les sources. On ne s'est pas interdit, parce qu'on n'avait pas le temps, d'aller regarder dans le CRM ou les avis clients du site, etc. On a tout pris. Et donc, ça nous a permis d'identifier un micro-segment sur le stacking qui n'était pas dans la segmentation et qui était nulle part en réalité. Mais c'est en croisant les données et en mettant notre intelligence humaine dans cette réflexion. Donc c'est bien, là aussi, c'est bien un humain qui pose des questions et qui est en train d'aller creuser un sujet. C'est bien parce qu'il a une expertise qu'il va pouvoir valoriser ce que l'IA va lui donner. L'IA, c'est pas lui, il est expert, ça reste la personne qui est experte. Et donc là, on a identifié un micro-segment qui était ces gens qui sont de réunion en réunion et qui ont besoin de quelque chose qu'ils puissent manger rapidement, mais sans laisser de gras ou de miettes. Donc c'est tout bête, hein, mais c'est un segment qu'on a identifié, non pas qui n'était pas contenu dans une étude, mais qui était contenu dans le croisement de plusieurs études. Donc, la deuxième conclusion, c'est vraiment que l'IA devient puissante quand la donnée interne est structurée, cohérente et reliée entre elles. Et enfin, c'est mon dernier point, l'IA donc ne transforme pas notre façon de travailler, ça ne remplace pas l'expert, mais ça l'augmente. Évidemment, on en a parlé, c'est le temps gagné. On peut, grâce à ça, analyser des milliers de verbatims, identifier des signaux faibles, résumer des insights clés, générer des options, générer des scénarios. Et de faire tout ça en 1 minute, 1 heure, au lieu d'une journée ou à une semaine. Donc, ça nous donne énormément de valeur, mais ça augmente en fait notre valeur, sachant que derrière la machine, il y a bien un humain qui met son intelligence au service de la machine. Et donc, ça augmente ses capacités en réalité. Ça lui permet de se challenger lui-même et ça lui permet de se challenger en collaboration. C'est pour ça que mon 3e bloc, c'est la collaboration, parce que ça permet justement d'augmenter, et nous on le voit avec notre outil, ça augmente l'intelligence collective de pouvoir travailler ensemble rapidement sur des mêmes sujets, tout en gardant en fait la hauteur de vue qu'on souhaite avoir dans notre métier et qu'on n'a pas toujours parce qu'on a plein de petites micro-tâches à faire. Là, l'IA nous permet en fait de garder du recul et de croiser cette collaboration tous ensemble. Donc l'IA ne remplace pas la fonction étude, elle révèle sa valeur stratégique à partir du moment où on met l'homme au service de la machine et tout ça, ça permet d'avoir plus d'impact et et c'est le mot sur lequel je voudrais finir, c'est d'être en confiance avec l'outil. Et pour être en confiance avec l'outil, il y a toutes ces étapes-là qui ne sont pas liées à l'IA générative, qui sont liées au métier des insights et sur lequel il faut vraiment permettre de reproduire des schémas de travail qui sont clés. Et c'est l'IA qui s'intègre dans cette chaîne de valeur, mais elle ne fait pas tout, vous voyez. Oui, Voilà. Oui, Charlotte, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Voilà, je voulais simplement partager ce point de vue, et donc je serais ravie d'avoir vos propres expériences et qu'on puisse en partager tout ça à la fin de ce talk. Merci Oui, beaucoup. merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que l'IA aujourd'hui ne nous remplace pas. Elle ne remplace pas la façon avec laquelle on travaille. On a toujours besoin de l'humain. Ce que l'IA va faire, c'est augmenter l'humain, augmenter l'intelligence collective aussi, parmi les choses que je retiens. Isabelle, toi, en préparant ce panel, tu avais parlé d'une métaphore très intéressante. C'est que aujourd'hui, l'IA, pardon, c'est un cockpit. Et un cockpit a besoin d'un humain, a besoin d'un pilote. Donc pour toi, tu rejoins Charlotte sur cette partie-là où l'humain est la clé, on va dire, c'est le centre de l'utilisation de l'IA. Je voudrais que tu nous parles un peu plus de cette métaphore-là et comment on peut faire l'équilibre IA humain dans les études. Grand plaisir. En fait, moi, ça ne défile pas automatiquement. Donc, moi, je suis en slide 14. Anna, tu peux, s'il te plaît. Moi, ça ne défile pas. Ce n'est pas grave, je le fais. Donc, moi, je commence à parler en slide 14. Oui, l'idée qu'on a, alors, Hack Future, c'est une société qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a vraiment un ADN quali et humain,
au-delà du métier du market research que je fais depuis tout ce temps, moi-même, je suis thérapeute, je suis maître praticien en programmation neurolinguistique, je fais de l'EMDR 2.0. Donc, pour moi, l'humain, c'est vraiment fondamental dans le fait de la manière dont on décrypte les processus humains, mais pour aussi donner la ressource, la source de ce métier, c'est l'humain. Et même s'il y a de l'IA, l'idée, c'est de toujours garder, enfin, de notre point de vue, l'humain au centre de l'énergie. En fait, je n'ai pas dit cockpit, j'ai dit Top Gun. Alors, je ne sais pas si c'est un exemple qui parle à tout le monde, mais dans Top Gun, quand on voit les avions, pour moi, ça représente vraiment l'IA, c'est-à-dire avec un potentiel d'accélération, de réaction, d'anticipation qui dépasse quelquefois les capacités humaines, mais celui qui pilote, c'est un humain. Et seuls les bons pilotes peuvent piloter les bons avions de chasse. Donc, c'est vraiment l'idée c'est aussi, ça valorise notre expertise. Quand je dis les bons pilotes, je pense aux bons experts de market research. Ce matin, j'étais en conférence pour présenter le code ESOMAR pour l'IA et les data synthétiques. Il y a quelqu'un qui me dit « mais l'IA, elle fait ce qu'elle veut, etc. » Je dis « non, non, non. C'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui décides. Et si ça commence effectivement à aller dans tous les sens, c'est ta responsabilité de maintenir un certain cap et de générer des résultats valides. » Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, si on résume en 3 principes ce qu'on pense chez Futur, c'est d'abord la sensibilité humaine en premier. On garde le sens, le contexte. On parle de l'Afrique, de combien de pays en Afrique, combien de cultures, combien de manières de voir le monde. Si on n'a pas cette connaissance-là, par exemple, si moi je me mets à décrypter ce qui se passe à Casa, je ne suis pas sûre que Siam, elle soit tout à fait d'accord avec moi, même si j'ai utilisé l'IAM, etc. Pourquoi? Parce que sa sensibilité, sa culture, son ADN humain fait qu'elle va avoir une vision beaucoup plus proche de la réalité que moi, je pourrais l'avoir avec l'IA. Donc ça, c'est très important. La puissance de la data, on la prend. On prend tous l'avion, je sais pas, le train à grande vitesse, peu importe la voiture. On prend des outils pour aller plus vite. Et l'IA nous permet d'aller plus vite, de structurer, d'analyser, de développer la pensée, de repérer les signaux faibles. Si on a bien un métier qui est puissant, c'est en repérant les signaux faibles, on prédit l'avenir. Donc ça, c'est très important. Et on décrypte les tendances, etc. Donc ça, l'IA peut nous aider là-dessus, c'est très important. Et ce qui est génial avec l'IA, et ce qu'il faut garder, si on veut garder la main, c'est des échanges itératifs. Ça veut dire, moi, je me dispute, je dis à mes enfants, je te laisse, je suis en train de me disputer avec ChatGPT. C'est-à-dire qu'on est dans un dialogue permanent où on progresse, où on peut dire, mais tiens, tu n'as pas pensé à ça, va me chercher ça sur le web, etc. Et ça, ces échanges itératifs, finalement, à la fin, font un terreau très nourrissant qu'on peut utiliser. Donc, c'est toujours un éclairage, mais attention, on garde la main, c'est très important. Je ne vais pas revenir sur les idées des hallucinations, mais vous pouvez taper comment on fait de la pâte à pain et vous allez avoir des trucs qui vont sortir, qui vont être extraordinaires. Donc, il faut vraiment garder la main. C'est même une question de sécurité, j'ai envie de dire. Donc, ça aide en quoi? On a des idées validées au plus vite. On a des insights plus profonds. Pourquoi? Parce que l'IA, par exemple, dans un corpus donné, disons 10 interviews, va nous détecter les signaux faibles et on va donc avoir une innovation plus fiable et mieux alignée. On peut passer au slide 16. Alors, j'avais envie de vous montrer comment on fait un processus très rapidement, de se dire, mais comment on fait, par exemple, pour prédire l'avenir sur un secteur donné. Alors, j'ai pris l'exemple, évidemment, de la perception du mobile chez les jeunes Africains. Donc, d'abord, il faut observer le passé pour comprendre le présent. On ne peut prévoir que ce qu'on peut imaginer. Bon, quelquefois, du coup, on n'imagine pas et on ne prévoit pas. Bon, ça, c'est Bergson qui le dit, hein, ce n'est pas de nous. Donc, il faut qu'on garde, comme je disais tout à l'heure, notre observation des comportements, des récits, des habitudes. Ça, c'est notre dimension humaine. Mais en revanche, l'IA, on peut lui demander d'aller chercher plein de données historiques, sociales, pour révéler les grandes évolutions. Alors là-dessus, je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'on est en train de travailler avec Market Research News et Opinionway qui va sortir quelque chose sur le sujet, sur le fait que le web en 2026 va être à 90% avec des data, des données créées par des robots pour des robots. Donc, il ne reste plus que 10% d'humains.
Donc, j'ai mis pour ceux que ça intéresse, j'ai mis une tribune libre d'accès sur LinkedIn ce matin. Donc, vous tapez sur le lien à télécharger, oui, transfert, vous allez la voir. Mais l'idée, ce qui est vraiment inquiétant, là, quand même, c'est qu'on a finalement un contenu artificiel. Le web est devenu un contenu artificiel. Alors, ça défend l'idée derrière, moi je travaille pour ma patrie, hein, ça défend l'idée que l'humain, avoir des inputs frais des humains, des vrais humains vivants, c'est très, très important. Parce que tout le monde est super content, se passe des humains, va sur le web, enfin sur les sources qui sont disponibles, qui sont artificielles. Et qui sont même quelquefois la 3e génération d'artificialité, puisque si on regarde le processus, très rapidement, le processus, c'est que l'IA génère du contenu, les moteurs de recherche l'indexent, les bots créent du trafic artificiel, les dashboards interprètent ce trafic et l'IA réapprend à partir de ces signaux pour produire encore plus de contenu automatisé. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une boucle qui est stérile. Il y a un bouquin très intéressant là-dessus qui s'appelle « La sémiosphère » de Lotman qui montre qu'une cellule humaine ou sociale qui n'est pas nourrie meurt. Donc ça, c'est très important. Peu importe, c'est une parenthèse qui défend l'humain et les informations fraîches. Et voilà. Donc après, ce qui est génial, c'est qu'on peut, par exemple, imaginons un corpus, on a créé un corpus, l'IA est parfaite pour détecter les signaux faibles, mais encore une fois, au-delà des signaux faibles détectés, l'humain lui donne une coque. Hein. Par exemple, si dans le mobile avec les jeunes Africains, ça pourrait être, on pourrait détecter le fait d'avoir besoin d'un second job pour vivre, d'avoir besoin de créer une communauté, d'avoir besoin d'apprendre avec des formations en ligne. Donc, grâce encore une fois à l'IA et à l'humain, on peut créer une coquille aux signaux faibles qu'on a détectés, donc c'est très important. Le 3e élément, ça c'est dans une méthodologie qu'on a développée qui est issue du médical. On peut, pour développer des concepts futurs, donc croiser 2 visions, c'est très utile. On croise une vision humaine mass market, même quelquefois des humains qui ont l'état d'esprit d'enfants de 12 ans, sans jugement. C'est parce que c'est très intéressant, ça donne une vision naïve. C'est ce qu'on utilise dans le médical. Comme ça, on a une compréhension. Si un enfant de 12 ans peut comprendre un concept, ça veut dire qu'il est clair, donc ça, c'est génial. Là, ou bien on peut prendre des humains un peu plus âgés, mais ce que je veux dire, c'est la fraîcheur d'esprit. Et aussi, on peut croiser avec une vision d'expert. Donc, par exemple, imaginons qu'on a nos concepts qu'on a créés. On peut les nourrir grâce à ces 2 populations. Imaginons, par exemple, la population naïve, les jeunes utilisateurs, valorisent la praticité et la liberté, tandis que les entrepreneurs, qui seraient notre population expert, ils voient l'émergence d'une mobile économie locale, inclusive, collaborative. Ensuite, pour amplifier, clarifier, là aussi, on peut jouer avec l'IA et l'humain. Par exemple, l'IA va relier les points de vue, éliminer les biais, hiérarchiser les opportunités. Et l'humain transforme en insight, en concept concret. On peut faire des produits, des applis, des expériences à tester. Imaginons que je sois une société de mobile en Afrique. Je peux imaginer créer des micro-formations entre pairs, une marketplace, un programme culturel mobile. Donc, on crée, là, vous voyez, on est dans la concrétude. Et on peut finir toujours par valider par des vrais humains. Parce que c'est ça, nous, c'est notre vision. Validé par des datas synthétiques sur un web qui est mort à 90%, ça ne me semble pas une solution d'avenir. Enfin, la réalité nous le dira. Et là, on peut tester à grande échelle auprès d'une cible représentative avec des tests quantitatifs, des modélisations prédictives et autres. Et on peut analyser les données et valider nos concepts qu'on a créés. Donc là, j'espère que ça a été assez clair, mais c'est l'idée à chaque fois, chaque étape, chacun fait son job. L'humain maîtrise et l'IA amplifie. On peut passer en slide 17. Donc, on a fait un petit sandwich. Ça vient de la programmation neurolinguistique dans la manière de présenter les choses. C'est un sandwich. C'est l'idée de se dire, bon, on garde l'humain dans le pain du haut, on garde en observant, en donnant du sens et du contexte, on garde l'humain dans le pain du bas, c'est-à-dire en donnant de l'interprétation, de la création, de la décision, et l'intelligence artificielle au milieu, c'est-à-dire qui nous permet d'analyser, de structurer, d'accélérer. Voilà notre point de vue. J'attends vos questions s'il y en a plus tard. Et j'espère vous avoir donné une vision claire de comment on peut jouer humain, intelligence artificielle, tout en gardant la maîtrise pour avoir des meilleurs résultats.
Merci beaucoup, Isabelle. Moi, j'adore cette métaphore de sandwich humain, intelligence artificielle, humain. En tout cas, j'apprends avec toi. J'ai beaucoup appris. Je crois que j'ai déjà vu cette présentation auparavant, mais si je ne l'avais pas lu de la même manière, je vois aujourd'hui que tu insistes sur le rôle de l'humain et je te rejoins sur ça. Aujourd'hui, si on laisse la main libre à l'IA, on va finir par avoir de la data artificielle créée par de l'intelligence artificielle pour l'intelligence artificielle, comme tu l'as bien dit, créés par des robots pour des robots, finalement, est-ce que ce sont ces robots-là qui vont aller acheter nos produits en tant que clients? Donc, il faut faire très attention, il faut s'assurer qu'il y a quand même de l'humain dans la boucle, que ça soit en amont ou en aval. Donc, l'intelligence artificielle reste au milieu, comme tu l'as bien présenté, en tant que sandwich. Maintenant, je vais parler à Mehdi. Pourquoi? Parce que je sais que l'intelligence artificielle, comme tu l'as bien dit Isabelle, et comme l'a bien dit Charlotte et Laurent, il faut garder l'humain dedans. Et cet humain, c'est cet humain-là qui va faire du trial, test and trial, trial and learn, donc test and learn. Aujourd'hui, Mehdi, pour toi, le fait de faire du trial and learn est très, très important, il est indispensable. Tu peux nous parler un peu plus de ce point de vue et pourquoi pour toi, il faut absolument expérimenter et continuer à expérimenter l'IA, parce que je sais que tu as travaillé avec l'IA pendant un certain moment et que tu développes toujours des concepts, tu développes toujours des nouveautés avec l'IA. Donc, parle-nous un peu de pourquoi ce point de vue du trial and test et comment ça pourrait aider les personnes qui nous écoutent, les personnes qui nous écouteront plus tard. Merci, Siram. Alors moi, personnellement, je défends un point de vue, on va dire un peu faux, un peu osé. C'est qu'aujourd'hui, dans quelle mesure on peut permettre aux agences d'études de marché, aussi petites soient-elles, d'avoir leurs propres outils ou à défaut justement d'avoir on va dire un cadre ou un framework qui leur permet justement de sélectionner le meilleur outil par rapport à leurs besoins. Alors si on revient à la genèse de ces innovations qu'on a dû en tout cas concevoir, déployer, tester, voire avorter ou lancer. Ben, tout simplement, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'optimiser trois dimensions. Le temps, la rapidité d'exécution, appelons-la l'agilité. C'est la rapidité avec la précision d'exécution. C'est d'optimiser, bien sûr, les coûts qui se rattachent au projet, mais aussi d'avoir une profondeur et une richesse en termes d'insight. Et aujourd'hui, en fait, ce qui semble se profiler, c'est déjà le cas, en fait, c'est que l'intelligence artificielle a aboli la frontière existante entre qual et quant. Donc aujourd'hui, on peut simplement quantifier le qual et qualifier le quant. Et en fait, ce qui est intéressant dans ça, c'est que pendant longtemps, les données non structurées, je fais allusion à l'image, texte, voix, etc., posaient beaucoup de challenges en termes d'analyse, en termes de data mining. Et, euh, et en fait, pour la simple et unique raison que pendant longtemps, on a beaucoup, on va dire, on s'est beaucoup appuyé sur le machine learning, c'est-à-dire des modèles, on va dire, déterministes, si on veut. On a des inputs, on peut créer un modèle, on comprend un peu qu'est-ce qui fait que chaque modèle réagisse d'une certaine manière, et on a les outputs après. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qui était data non structuré, si je prends l'exemple de texte, par exemple, on pouvait faire du sentiment analysis ou du topic modeling de la même manière qu'on traiterait une problématique de régression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un texte, je le vectorise, je le transforme en données, je crée un modèle qui va apprendre sur ces données-là et après, on va prédire la classe qu'on veut. Et c'est là où on a commencé, en tout cas avant ChatGPT, lorsqu'on a développé le premier modèle d'analyse de sentiments, c'était basé sur ces technologies-là. Mais ça présentait énormément de défis. Si je prends par exemple la Darija marocaine, qui est le dialectal marocain,
c'est quelque chose que je considère comme une langue à part entière, bien qu'elle soit, on va dire, qu'elle soit issue de l'arabe. C'est, à- c'est-à-dire au parler, c'est un mix d'arabe, français, quelques mots espagnols et un peu de berbère, ne serait-ce qu'en termes de, on va dire, structure grammaticale. Mais lorsqu'on passe à l'écrit, la complexité s'amplifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des internautes qui vont pas seulement écrire avec un script arabe, mais ils vont mixer du latin avec des emojis, avec des chiffres, et peuvent exprimer la même chose de plusieurs manières à l'écrit. Et, euh, et en fait, lorsqu'on aborde ce genre de problématique d'un point de vue, on va dire, machine learning, ben, il faut traiter ces cas, il faut traiter ces exceptions et se retrouve en train de gérer beaucoup d'exceptions. Ceux qui ont déjà fait on va dire du NLP, pouvant reconnaître les corpus qu'il faut avoir, les stop words, comment gérer les emojis, comment gérer l'arabe, etc. Et donc, on a passé 2 ans à développer de tels modèles, sans parler de ce qu'on appelle, on va dire, la modélisation des sujets ou le topic modeling, où il fallait avoir une quantité massive de données pour être capable de prédire une seule classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on parle d'un opérateur téléphonique qui veut prédire si le sujet tourne autour, on va dire, de l'offre prépayée ou post-payée, ben, il faut avoir énormément de données à entraîner. Et en fait, ça nous a pris beaucoup de temps pour développer ce type de modèle. Et un jour, ChatGPT voit le jour, tout simplement, crise existentielle. Ce qu'on a passé 2 ans à développer, ben, on pouvait le faire en un clin d'œil. Euh, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que, en fait, tout au long de ce process, ben, on a appris des choses. On a appris à itérer, on a compris les challenges et en fait, il fallait être pragmatique et on va dire changer de manière de faire les choses. Et c'est là où on a commencé à adopter ChatGPT dès son lancement. On a fait des tests, on a comparé, on a vu que c'était plus ou moins identique à ce qu'on avait passé 2 années à développer. Et ce qui était beaucoup plus intéressant encore, c'est qu'on n'avait plus ces limites enfin, qui se présentent sur des problématiques NLP, machine learning. Et en fait, en combinant 3 choses, la qualité du prompt, plus le fait de donner des exemples, techniquement ça s'appelle le few shots prompting, plus on va dire le fine-tuning ou on va dire l'entraînement, l'adaptation du modèle sur nos données, ben, on était capable de prédire n'importe quel sujet. Au-delà du sentiment, on était vraiment, on était vraiment capable de détecter facilement les sujets, les sentiments, les classes sémantiques, etc. Et comme a dit Laurent tout à l'heure, peut-être l'Internet, c'était pas la révolution, mais enfin, c'était plus cette partie API et en fait qui amplifie les capacités dont on dispose et qu'on peut faire plein de choses de manière plus simple. Et, euh, et ensuite, ben, les modèles se sont améliorés, donc ça nous a permis d'améliorer un peu ce qu'on fait. Et il faut dire aussi qu'en parallèle, on travaillait sur le speech to text, justement pour avoir cette capacité de traiter la donnée non structurée. Et en fait, il y avait énormément de challenges, surtout pour voilà, décrypter, comprendre cette langue, on va dire, Darija, qui est très compliquée. Et en fait, jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé à avoir des résultats, on va dire, satisfaisants. Maintenant, l'alternative qu'on a trouvée, c'est que
euh, au lieu en fait de faire de la transcription sur la langue d'origine, bah, tout simplement on va faire de la traduction en simultané qu'on pourra ensuite utiliser, exploiter à notre guise. Maintenant, je me dis que il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs prestataires, on va dire, qui clament ou qui veulent, en fait, qui clament que on peut analyser facilement de la donnée non structurée, notamment à travers les RAG, les agents et tout ça, et que finalement, on a la capacité de sortir les insights qu'on veut. Maintenant, quand on met tout ça à l'épreuve, et c'est quelque chose pour moi, c'est le mot d'ordre, quelle que soit la solution, qu'elle soit développée en interne ou qu'elle soit, on va dire, acquise, pour moi, la démo, OK, elle fonctionne, mais c'est, on va dire, le stress test, il faut vraiment confronter l'outil à un vrai projet. Et lorsque je pense par exemple au fait de pouvoir exploiter les transcripts, on va dire de focus group ou d'IDI sur des applications RAG ou carrément sur ChatGPT, alors si le besoin est d'explorer, c'est sympa. Donc ça nous permet de comprendre le sujet, les grandes lignes et tout ça. Maintenant, lorsqu'on a un guide de discussion, et lorsqu'on veut euh, euh, extraire des verbatims précis sur des zones précises ou sur des, on va dire des fragments précis on va dire de la documentation, c'est là où on commence à galérer, que ça soit avec les hallucinations ou tout simplement avec des limites techniques, parce qu'aujourd'hui, le RAG et le pipeline du RAG, il a ses limites en termes de quantité de données qu'il peut ingérer, qu'il faut processer, qu'il peut processer, etc. Et c'est là où vient l'idée de et en fait, c'est quelque chose que en fait, c'est quelque chose que je me disais toujours à moi-même, c'est que aujourd'hui, l'IA, elle va nous challenger, nous pousser à se poser les bonnes questions, à chercher à comprendre les sujets, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que on a besoin de donner des instructions, on a besoin d'instruire à l'IA ce qu'on veut faire. Et en fait, on se retrouve obligé de revenir vers nos process, de revenir vers nos manières de faire les choses, de mettre tout à plat, comme l'a si bien dit Laurent, voilà, de déconstruire et de simplifier les choses. Et en fait, c'est un très bon exercice parce que au final, ça permet de mettre en exergue, de mettre en lumière les choses qu'on a dû faire pendant longtemps comme chercheur, sans forcément questionner, sans forcément remettre en question. Et, euh, et en fait, de compiler ça en des instructions, en un process pour que l'IA puisse voilà, assimiler ça facilement. En fait, Et c'est qu'en se oui. faisant qu'on arrive justement à exploiter le potentiel, on va dire, de l'IA. Et je fais la allusion à tout ce qui est RAG, tout ce qui est data, texte non structuré. Maintenant, peut-être les enseignements clés de cette expérience, justement, c'est il faut redesigner son métier comme si on l'expliquait à un non-initié, comme si on avait un stagiaire ou un junior. Et donc, il faut processer. Si on n'a pas des process, ben, il faut les mettre. Après, il faut garder en tête que c'est l'humain qui crée le momentum. Isabelle l'a dit. Donc, c'est nous qui créons le momentum. L'intelligence artificielle va amplifier ce momentum-là. Et aussi, ça pousse à se questionner sur les profils de chercheurs qu'on voudrait avoir demain. Justement, voilà. En tout Donc cas, voilà, brièvement, oui. c'est un peu mon retour sur En tout ça. cas, de loin, on a l'impression que l'IA est là pour résoudre nos soucis, nos problèmes, mais réellement, quand on met la main dedans, on trouve qu'il y a beaucoup de challenges, des challenges de façon générale, quel que soit le pays d'où on vient, mais encore des challenges encore plus spécifiques à notre région,
Parce qu'aujourd'hui, on sait que tu as parlé de l'exemple du dialecte marocain, de la langue marocaine. Maintenant, en Afrique, on parle je pense qu'on parle entre 1500 et 3000 langues, hein. Ça dépend. Donc, c'est des langues qui ne sont même pas écrites. Donc, comment on va faire pour adapter cette IA-là toutes ces langues-là? C'est juste une partie des challenges qu'on peut rencontrer en utilisant l'IA dans les études de marché, parce que finalement, nous, dans les études, ce qu'on fait, c'est de parler, que ce soit à travers des questionnaires, que ce soit à travers du Cali, c'est beaucoup de langage. Euh, donc, et là, j'arrive à un point des challenges avec Nabil. Nabil, toi, tu as de l'expérience sur la région Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique de façon générale. Et on sait qu'aujourd'hui, l'IA présente quand même des challenges pour les agences d'études de marché dans cette région-là. Mehdi vient de parler de la partie langue. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus sur les obstacles réels et concrets que rencontrent les cabinets d'études et même les CMI chez les clients dans l'adoption de l'IA dans nos marchés africains? Très bien. Voilà. Pardon. Merci encore, CM. Merci à tout le monde. Donc, comme ça a été présenté au début, je suis Nabil Belam. Je suis le directeur général de l'Institut Emerald Consulting, Market Research Institute. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas très spécialiste en IA. Je suis débutant comme beaucoup du métier, mais on est envahi par cette technologie et on s'est mis, comme beaucoup aussi, dans les tests, dans la recherche pour utiliser ce genre d'outils afin de rendre notre travail encore plus passionnant, plus rapide et plus sûr. Alors, bon, si je veux parler des obstacles, je parlais tout d'abord, avant de parler, c'est-à-dire des obstacles que nous rencontrons dans l'adoption, au niveau de l'adoption de l'IA, il ne faut pas perdre de vue au départ la nature et la structure des instituts d'études de marché dans des pays comme la Tunisie ou en Afrique d'une manière générale. Nous sommes des instituts dont le nombre par pays qui n'a rien à voir avec le nombre d'instituts d'études de marché en Europe, aux États-Unis. Donc, en termes d'effectifs, on n'est pas très nombreux par pays, à part peut-être un peu l'Afrique du Sud. Voilà. Et donc, du coup, on se trouve dans l'exercice quotidien de notre métier, on se trouve confronté à des multitudes de problématiques, et donc on fait tout. On fait toutes sortes d'études, en utilisant toutes les méthodologies. Donc, c'est du Cali, du Conti, de la grande conso, du B2B, B2C, etc. Et du coup, la disponibilité de la data, elle est hétérogène et elle n'est pas consistante par domaine. D'où le premier obstacle qui se présente à nos instituts. C'est donc la limitation un peu donc, de l'information, de la data, et son aspect plus ou moins hétérogène. Donc ça rend peut-être l'utilisation de d'une masse énorme d'informations, de data, un peu difficile pour pouvoir vraiment la générer avec des outils d'IA. Donc, on trouve ça. Le deuxième type d'obstacle, il est aussi d'ordre méthodologique, c'est-à-dire les modèles utilisés représentent, c'est-à-dire il y a des catégories sociales où il est difficile de rassembler une masse énorme d'informations. Donc, ce genre de difficultés nous laisse, c'est-à-dire un peu dans une situation où c'est très difficile d'aborder et de mettre en place des modèles d'utilisation de l'IA pour pouvoir analyser, etc.
Alors, à l'état actuel des choses, en ce qui nous concerne d'abord, c'est-à-dire notre institut, et où est-ce qu'on est avec l'utilisation de l'IA, est-ce que c'est facile, où sont les obstacles? On a commencé parce que nous, parmi, par exemple, les solutions et les études que nous faisons, il y a le panel, par exemple, le panel consommateur, et qui consiste donc à collecter des données sur la consommation des ménages pour les produits de grande consommation selon un même échantillon et d'une manière périodique. Si je prends, c'est-à-dire une catégorie de produits donnés, je prends les fromages, je prends les pâtes alimentaires, je prends les détergents, nous avons une donnée plus ou moins précise qui concerne donc des segments de la population pour une catégorie de produits. Alors pour cela, pour nous, c'est envisageable d'utiliser donc l'IA et d'avancer sur cette piste-là. La deuxième piste qui se présente pour nous, c'est aussi le fait de contrôler les données collectées auprès des répondants pour des études en vague, c'est-à-dire pour les études qui se répètent durant des mois ou durant des années. En ce qui concerne encore, c'est-à-dire chez Emerald, nous avons par exemple dans le domaine de l'opinion ou de la politique d'une manière générale, le baromètre politique, qui est effectué pratiquement tous les mois selon le même questionnaire. Et donc cela nous permet aussi d'avoir la même nature d'information et par-delà, donc vérifier la qualité de l'information. Donc globalement, c'est ce genre d'études que nous pouvons, c'est-à-dire nous baser pour utiliser l'outil d'intelligence artificielle. Mais d'une manière générale, par rapport, c'est-à-dire à la perception des annonceurs, par rapport à la perception de l'opinion publique d'une manière générale, à l'utilisation de l'IA pour notre industrie, il y a une certaine méfiance. Il y a une certaine méfiance liée notamment à la c'est-à-dire à l'annonceur que nous allons utiliser des données d'IA pour étudier, c'est-à-dire les attitudes des citoyens concernant telle problématique. Ils seront très méfiants parce que donc, pour eux, c'est une question de confidentialité, c'est une question de protection des données personnelles, etc. Donc, ça, c'est pratiquement le premier obstacle qui se présente. Le deuxième obstacle qui se présente, c'est au niveau de la fausse information. La fausse information, c'est quelque chose auquel on se méfie beaucoup dans la recherche de l'information quali ou dans nos sondages, etc. Les fausses déclarations. On pose une question sur un comportement, sur une utilisation d'un produit, sur perception d'un parti politique, sur un comportement électoral. Et là, c'est-à-dire on utilise au jour d'aujourd'hui les méthodes très traditionnelles pour checker la fiabilité de l'information collectée. Et donc, là, le deuxième obstacle qui se présente lorsqu'on discute et lorsqu'on analyse, c'est-à-dire en termes, c'est au niveau des fakes, d'abord des fakes, des fausses informations et des fausses déclarations. Ça, c'est le deuxième obstacle qui se présente donc pour notre métier. Et puis, évidemment, il y a la question de la méfiance à l'égard de l'absence de l'encadrement juridique concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre métier. Si je vous donne l'exemple ici de notre Tunisie, de notre pays en Tunisie, c'est que la question de l'encadrement juridique de la profession, il est toujours à l'ordre du jour. Comment vous travaillez, quel est votre... c'est-à-dire il y a une absence de loi. Dans quel type d'études est-il possible donc de poser des questions, d'autres non, etc. Donc cette question d'encadrement juridique, elle est omniprésente dans notre vie. Et là, du coup, on se trouve dans le domaine de l'intelligence artificielle où on n'en sait absolument rien.
c'est-à-dire on parle du code, c'est-à-dire au niveau de l'UNESCO par exemple, mais je parle au niveau des opérateurs, je parle au niveau des pouvoirs publics, ils n'ont pas encore une idée donc de l'encadrement juridique au niveau de l'intelligence artificielle. Donc ces obstacles-là, ça gêne un peu. Donc voilà globalement les obstacles qui se présentent à notre métier. Et évidemment, le problème, il est, comme j'ai dit, technique, il est juridique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas humain. Pourquoi il n'est pas humain? Parce que les compétences existent. Maintenant, pratiquement, les jeunes sont très bien formés en data science, en machine learning, etc., etc. Donc, le potentiel humain existe et il y aura peut-être beaucoup de choses à faire et avancer sur ce chemin. Voilà. Je retiens la partie réglementaire et j'en ai parlé au tout début. Je pense, Isabelle, qui a bien présenté ce matin le code éthique sur la data synthétique des OMAR. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'autoréguler pour le moment avec l'aide des OMAR, avec l'aide des différents organismes qui pourront nous aider dans cette régulation de comment on peut utiliser l'IA dans les études de marché. Aujourd'hui, les études, en fait, l'IA, elle aide en fait, on l'utilise finalement pour éclairer la décision marketing. Et donc, justement, avec nous, Willy, qui va nous parler de cette partie-là. Donc, pour toi, Willy, quel est le principal risque quand l'IA analyse des données partielles ou peu représentatives dans l'éclairage ou pour éclairer la décision marketing? Merci beaucoup, Siam, et merci pour tous les participants pour cette session de l'intelligence artificielle dans l'étude des marchés en Afrique. Alors, juste pour compléter, Nabil, pour les challenges que nous avons, nous pouvons déjà passer au slide suivant. Juste pour aussi mise au point le challenge le plus important qui va au fait aussi freiner un peu l'adoption de l'intelligence artificielle dans les domaines, pas seulement de la recherche, dans la recherche des marchés, mais aussi dans plusieurs domaines. Ça sera cet impact environnemental que l'intelligence artificielle auquel elle nous expose. Vous savez, pour les refroidissements des data centers, ça demande beaucoup d'eau. Et cela sera un challenge, un défi auquel l'intelligence artificielle sera confrontée dans les futurs parce qu'avec tous les changements climatiques que nous avons, tous ces problèmes, ça sera un challenge qui va affecter aussi l'évolution de l'intelligence artificielle. Mais c'est un instrument qui aujourd'hui aide les agences qui se lancent dans les études de marché comme un levier pour, au fait, être compétitif sur le marché. Vous savez, aujourd'hui, avec la disponibilité de l'information, les agences ou les marchés d'études de certains secteurs particuliers deviennent de plus en plus compétitifs. Et c'est seulement celles qui vont utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour être compétitifs sur le marché, ils vont subsister. Alors, quels sont les impacts de ces leviers-là sur les agences? Normalement, le premier levier ou le premier effet, c'est l'optimisation des coûts. Et Dr Laurent l'a très bien souligné, parce qu'en fait, avec le personnage synthétique qui sont disponibles maintenant ou qui peuvent être paramétrés, il est plus facile d'exécuter l'étude sur le marché avec les personnages synthétiques que nous avons et directement, vous avez les retours, les feedbacks, vous analysez et les résultats sont prêts pour les recherches. Donc, cette partie-là des coûts, aujourd'hui, pour exécuter une étude, je sais les agences qui nous suivent, ils savent combien ça coûte, pas seulement en termes monétaires, mais aussi en termes de temps. Et c'est là où nous avons le deuxième effet du levier,
les temps d'exécution, la rapidité d'exécution. Vous savez, dans les domaines marketing, ce qui compte beaucoup plus, ce n'est même pas l'argent que je vais déployer pour une campagne, mais c'est les temps qu'il me faut pour avoir les retours d'une étude que je suis en train de faire sur le marché. Parce que le plus rapide tu es, le plus tu as un avantage sur ton marché parce que tu as l'information et tu peux adresser directement une campagne marketing sur le terrain. Alors, avec l'IA, ça facilite au fait, en termes de rapidité, d'exécuter ces études marché pour au fait savoir les données sur lesquelles on peut designer une campagne marketing et être beaucoup plus efficace sur le marché. Alors, le troisième effet de ces leviers de l'intelligence artificielle sur les agences d'études de marché, c'est au fait la possibilité d'avoir une très grande quantité des données, au fait. Vous savez, aujourd'hui, la taille de l'échantillonnage est beaucoup plus important parce que c'est ce qui te rapproche de la réalité de ce que tu es en train de faire. Alors, avec l'IA, avec les personnages synthétiques dont nous avons, ça peut t'aider à amplifier et avoir beaucoup plus de données pour, au fait, être beaucoup plus proche de la réalité. Et tout ceci va nous amener à une très bonne qualité du travail fait sur les terrains. Si nous pouvons passer au slide suivant. Alors, voilà un peu les bénéfices d'avoir l'intelligence artificielle sur le marché, mais par contre, ça vient avec des risques. Et les risques, nous allons le voir sur les slides suivants. Siam, si vous pouvez passer au slide suivant. C'est pas moi, c'est Anna. Anna, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Alors, le premier grand risque que nous avons, c'est au fait la véracité du résultat obtenu par le processus de l'intelligence artificielle. Je crois, on l'a dit dès le début, garbage in, garbage out. Alors, avec les données obtenues sur les personnages synthétiques, ça reste quand même un peu douté parce qu'on s'est dit, ces personnes ont été conçues, si je peux le dire, dans un domaine ou sur un environnement bien précis, mais qui ne peut pas toujours être représentatif de l'environnement sur lequel les agences sont en train d'exécuter leurs études. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, le marché, par exemple, cosmétique en RDC est différent des marchés cosmétiques au Gabon, au Maroc, en France et consorts. Mais ces personnages-là dont on a synthétisé ne sont pas, ils vont prendre au fait les comportements soit général ou soit local de l'environnement sur lequel ils ont été développés. Et donc, nous risquons de commencer à rapprocher certaines données avec les données qui sont très loin de la réalité. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est l'amplification d'erreurs. Parce que si déjà dans les systèmes, il y a les erreurs qui ont été conçues, et donc tout au long de la recherche aussi, il y aura ces erreurs qui vont aller, et avec l'effet des boules de neige, nous risquons de compiler les erreurs pour avoir au fait des grandes erreurs et avoir des données qui ne reflètent pas la réalité. Et le troisième risque que nous avons, c'est que si aujourd'hui les agences commencent à publier les données ou les résultats qui ne sont pas reflectifs de la réalité, ce que nous allons avoir, c'est que la population, le public va perdre confiance dans l'intelligence artificielle et du coup, ça sera un négatif dans le bilan des agences. Alors, un autre grand risque, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un legal frame qui définisse les responsabilités de tout un chacun. Parce que si une agence a utilisé une intelligence artificielle développée par une autre institution,
aujourd'hui, il n'y a pas d'un cadre légal qui, au fait, définisse clairement qui aura comme responsabilité. Parce que quand vous regardez tous ces systèmes d'intelligence artificielle déclinent, beaucoup parmi eux déclinent les responsabilités. Au cas où rien n'est marché, ça n'a marché pas comme il faut, tous déclinent la responsabilité. Mais alors, ça met encore les agences dans une mauvaise position, dans le sens où si les résultats publiés ne répondent pas ou ne reflètent pas la réalité, ils ont un problème de perte de confiance, mais aussi ils ne savent pas où aller pleurer ou réclamer. Et la dernière, ou les derniers risques, c'est que tout ceci va bloquer, au fait, l'adoption de l'intelligence artificielle dans le marché, surtout le marché émergent en Afrique. Parce que si déjà vous avez des résultats qui sont erronés, le public n'a plus confiance en vous, vous ne savez pas, vous n'avez pas un cadre légal qui, au fait, dirige tous ces processus de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui va arriver, c'est que personne ne va pas s'y mettre, ne va pas croire, les gens seront méfiants et ça va diminuer, au fait, la vitesse de l'adoption de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'agence ou en tant que secteur qui veut promouvoir l'intelligence artificielle en Afrique? C'est que nous devons investir dans les capacités locales pour que les intellectuels ou les experts commencent à développer les intelligences artificielles qui sont réflectives de la réalité de chaque marché, je dirais, africain dans ce sens-là. Et surtout que nous n'avons pas assez de données qui peuvent permettre à ces experts de développer les algorithmes qui, au fait, définissent et qui montrent, au fait, qui rapprochent les personnages synthétiques à la réalité. Effectivement. Et donc, Effectivement, Dr. Willy, je m'excuse parce que on m'indique le temps. Oui, on devrait donner un peu aussi plus de temps aux personnes qui sont avec nous pour poser leurs questions. Ce que je retiens, et merci beaucoup pour ton intervention, puisque là, tu as mis le doigt sur ce qui pourrait faire mal. Pour moi, et depuis le début, dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'IA, j'avais toujours une crainte que l'IA pourrait creuser un fossé encore plus grand entre les pays développés et les pays sous-développés, parce que dans les pays développés, aujourd'hui, il y a pas mal de data qui est déjà disponible et que les modèles, avant, comme Mehdi l'a expliqué, étaient entraînés sur de la data qui existait aujourd'hui. Pour certaines cultures comme les nôtres en Afrique, tout se raconte oralement, il n'y a pas beaucoup d'écrits. Et donc, du coup, il y a quand même un risque que l'IA soit plus anglophone, on va dire, latine, dans le langage latin et qu'on soit, en fait lésé par le fait que nous, on a des cultures plutôt racontées, parlées, etc. Et donc, il y a quand même un risque que le fossé soit plus grand, mais là, on va pas se laisser faire. Et c'est pour ça qu'on a ça, c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on sait qu'il y a l'humain derrière, il y a l'humain il y a quand même un rôle, et nous, les Africains, on a un rôle à jouer pour qu'on prenne le train de l'IA, qu'on se laisse pas dépasser et qu'on a tous les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, ce que je vois aussi, c'est que l'IA aujourd'hui pourrait faciliter l'accès au marché des études de marché. Et pour ça, j'ai une toute dernière question avant de passer au panel. Une toute dernière question à Laurent sur aujourd'hui. Si quelqu'un veut commencer dès demain, dès maintenant, à utiliser l'IA dans les études de marché, quelles seront deux choses les plus simples possibles qu'il peut mettre en place immédiatement? Si je parle de côté agence ou côté client, Laurent. Alors, merci à tous de vos éclairages divers et variés. Je pense que la première des choses, c'est pas forcément de répliquer des choses que vous faites déjà en interrogeant des gens, mais je pense que c'est pour ça que j'ai insisté sur ça au début. Je pense que le gros des usages a trait, d'ailleurs pas forcément à l'intelligence artificielle, mais à l'automatisation d'un certain nombre de tâches. Et je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que typiquement, même si on pense tous qu'on a un job qui est assez créatif, on va faire des choses assez différentes chaque fois.
je pense, et en fait ça se vérifie, quand on travaille dans les études, qu'on soit du côté supplier ou annonceur, on fait toujours régulièrement la même chose. Du côté supplier, on va prendre un brief, on va faire une proposition. La proposition est acceptée, on va développer un questionnaire. Le questionnaire est mis en terrain, on va analyser, etc., etc. Et souvent, en fait, j'imagine que ce que vous faites, c'est que selon la problématique, selon le type d'étude, vous allez aller chercher des documents sur lesquels vous avez déjà travaillé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à votre mémoire empirique qui va justement vous permettre de gagner du temps. Et donc, du coup, quand on parlait de process et de réalignement des process pour vous aider dans le quotidien, la première des choses que l'on peut faire, bah, c'est justement travailler sur, et ça, par exemple, ça peut être très, très, très basiquement, dans ChatGPT, par exemple, qui est même en gratuit, il y a une fonction qui existe depuis longtemps, qui est la fonction projet, où on va pouvoir donner beaucoup de contexte quand on va chaque fois retravailler sur la même chose, pour que la mémoire contextuelle ne soit pas à chaque fois répétée. Et donc ça veut dire que si je dois répéter une proposition sur un test de concept, bah, tout simplement, je vais pouvoir reprendre ce que j'ai pu faire dans le mode projet test de concept pour le client X, et je vais pouvoir simplement mettre ça en place, par exemple. Je peux ensuite passer à une étape qui est un peu plus développée, qui est tout aussi simple, c'est de mettre en place un assistant, un custom GPT, par exemple, pour travailler sur une proposition type. Et si effectivement je suis capable, pour faire écho à ce qui a dit précédemment, bah, commencer à déployer ça avec un certain nombre d'outils d'automatisation, je peux très certainement à la fois avoir un process qui va me permettre d'automatiser le cadre d'écriture de ma proposition, mais également justement coller en fait une IA qui va me permettre de mettre en place, et j'imagine que certains le font déjà, lorsque le client me briefe là-dessus, j'ai besoin de répondre là-dessus, bah, vous allez faire un jeu de questions-réponses avec ChatGPT. Bah là, en l'occurrence, ça peut tout à fait se mettre en place dans le quotidien pour essayer d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont répétitives. À mon avis, c'est là qu'est le gros du travail, sans aller dans un second temps travailler sur de la réplication de la réplication d'interviews à partir de la création de personas synthétiques dans un pays comme le Maroc, par exemple, ou comme la Tunisie, par exemple. Je pense que la première chose, c'est travailler sur la mise à plat des process et faciliter son travail pour automatiser un certain nombre de tâches, gagner du temps, et donc du coup peut-être passer plus de temps sur la rédaction, sur les recommandations et les insights. Et peut-être passer plus de temps sur l'architecte de sens que vous avez mis beaucoup en avant l'humain. Alors c'est vrai, mais il y a quand même une réalité, hein, je suis désolé de vous le dire, hein, même si c'est pas en Afrique ou ailleurs, fondamentalement, si dans la chaîne de travail, la notion de travail humain tend à disparaître et qu'une partie de l'intelligence est déléguée non plus à un humain, mais une machine, il va falloir véritablement que l'humain retrouve sa place. Vous avez beaucoup insisté là-dessus, mais après, il y a une réalité économique qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de pression au prix, à la création de valeur. Et je pense que les choses vont certainement être redéfinies là-dessus. Et donc, je pense que même si vous ne touchez pas à vos outils de collecte, je pense et c'est pas nouveau à l'IA, hein, on peut automatiser beaucoup de choses. Et c'est là qu'est le premier élément de création de valeur dans vos process, tout simplement, en remettant à plat certains process. Alors, j'espère que ça apporte un certain Oui, nombre oui, oui, d'éléments effectivement. à la démarche, mais et c'est là qu'on va mettre de côté peut-être les hallucinations parce que les données d'entraînement ne sont pas suffisantes, etc., etc. Il n'y a même pas besoin de données d'entraînement, hein. Là, c'est Ouais, simplement prendre un process, le mettre à plat, aligner les flux de données et puis commencer à automatiser un certain nombre de choses. Voilà. effectivement, là, tu nous donnes un conseil pour lequel on peut utiliser l'IA gratuitement avec ChatGPT, avec les moyens qu'on a. ChatGPT, même la version gratuite. Donc, on n'a pas besoin d'être développé ou d'avoir un département qui va être là spécifique pour l'IA, mais il faut juste repenser la manière avec laquelle on travaille, comment on peut automatiser au maximum et comment on peut utiliser l'IA qui est aujourd'hui avec les outils qui sont gratuits pour automatiser au maximum, pour simplifier au maximum, pour gagner le maximum de temps possible. On va passer la parole aux personnes qui veulent poser des questions. Donc, on ouvre aux questions des personnes qui sont là avec nous. Je ne sais pas s'il y a une question spécifique. Allez-y, unmutez votre micro et posez la question. Bon, Avant de conclure. c'est moi.
C'est Serge Moumou. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour Serge. Ouais, 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 on bonjour. t'entend. On t'entend, Serge. Oui, oui, en fait, moi, c'est pas vraiment une question, mais vous avez dit quelque part qu'il y a des outils gratuits, mais moi, j'aimerais quand même attirer l'attention par rapport à la protection des données de nos clients, hein, parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont très réticents parce que les données sont censées être devenir publiques, hein, parce qu'elles auront été introduites surtout avec les outils gratuits. Donc, si on peut vraiment insister, je sais que parfois nos équipes peuvent avoir cette latitude-là parce qu'ils sont peut-être pressés ou pas de pouvoir utiliser les outils gratuits, mais en exposant maintenant les données, en les rendant publiques. Donc, c'est juste ça, un point très important sur le fait que faisons très attention avec les outils gratuits, à moins d'avoir peut-être une licence particulière, mais ce n'est pas très intéressant pour nos clients. C'était ça que je voulais ajouter comme élément. Oui, ben, il faut juste faire attention à ne pas mettre de la data sensible et de la data confidentielle, en fait. Mais sur ce point-là, vous avez raison, hein, tu as raison, hein. Je pense que c'est important, mais il y a aussi une pratique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un modèle dit de LLM, c'est-à-dire un Large Language Model, pour faire des choses simples qui sont liées, par exemple, à la reformulation de quelque chose ou à la traduction de quelque chose. Et pour ça, vous pouvez tout à fait utiliser des modèles locaux que vous pouvez donc télécharger sur votre machine en utilisant des modèles de langage qui vont être des SLM, des Small Language Models, c'est-à-dire qui vont traiter moins de tokens en entrée, qui vont être moins puissants, mais qui vont, dans certains cas, quand on fait de la reformulation, la traduction, qui marche très bien et qui tourne sur une machine, par exemple, c'est aussi, je sais bien que si vous avez un Mac de type M2, ça marche plutôt bien et c'est directement résident sur votre machine, ça marche. Vous pouvez utiliser des modèles open source qui sont gratuits. Et je vous donne un exemple. Moi, j'utilise assez régulièrement un outil qui s'appelle LM Studio. LM Studio, c'est un outil qui va vous permettre d'héberger et de faire appel à différents outils et modèles qui sont pour certains open source, pour d'autres auxquels vous allez faire appel à une API. Mais quand vous utilisez un modèle open source que vous installez localement, vous n'avez pas de problème de confidentialité. Plus du tout. Et donc, du coup, bien évidemment, c'est moins puissant en termes de puissance de calcul. On peut upgrader le tout en fonction de la puissance à la fois en GPU, à la fois sur les cartes graphiques ou les cartes de raisonnement que vous avez sur votre ordinateur, mais c'est possible. Au-delà même de pouvoir avoir, dans certains cas, des licences particulières, ça coûte de l'argent, et d'avoir un modèle qui tourne sur un serveur local, par exemple. Mais il y a des choses qui existent, qui sont gratuites, et qui peuvent correspondre à un certain nombre de tâches qui peuvent être pas aussi demandeuses en termes de puissance de calcul. Merci pour cette information, Laurent. On a Jamal qui lève la main. Je pense, Jamal, tu as une question? Hello, Oui, Jamal, oui, tu nous Siam. entends? Bonjour à tous. Merci pour vos efforts Bonjour. et les interventions pertinentes. Je voulais juste demander à Laurent Flores si c'est possible son point de vue sur est-ce que vous pensez que dans une démarche de transparence et d'éthique envers nos clients, essentiellement, qu'il est indispensable de mentionner explicitement le recours aux outils d'IA dans les travaux, dans nos recommandations et dans nos livrables, à l'image de la recherche en sciences fondamentales et dans la recherche en général, il y a des normes, il y a il y a des normes strictes qui encadrent effectivement le recours, les citations de sources et des inspirations qu'on peut avoir dans les thèses et les travaux de recherche. Est-ce qu'il serait aussi pertinent d'adopter des standards similaires pour préciser l'apport réel de l'IA dans les livrables qu'on donne à nos clients? Vous avez cité tout à l'heure les 4 apports possibles de l'IA. J'imagine que pour supporter l'assistant, on n'est pas obligé de citer effectivement cet apport-là, je dirais, d'assistance, mais quand on va remplacer, simuler, compléter, est-ce que la citation, je dirais, précise et stricte vis-à-vis de nos clients est une contrainte qu'on devrait se poser de nos propres chefs? Voilà. Merci. Moi, je Et peux je vous en répondre, prie. hein.
Laurent, il peut répondre, mais moi, je peux répondre là-dessus. Mais vas-y, Isabelle. Vas-y, Isabelle. Mais tu voulais peut-être dire quelque chose, je ne veux pas te couper. C'est parce que. Oui, je peux dire quelque chose, mais je dirais quelque chose. Vas-y. Non, mais je pense qu'il faut mettre en avant le fait qu'on utilise une IA. Parce qu'en fait, je pense que si vous le dites pas, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on ne vous croit pas, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. Après, il faut peut-être avoir une politique d'encadrement de quel type d'usage vous vous autorisez pour faire votre travail. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances que dans la réalité des usages, vos clients l'utilisent donc, à votre démarche, il y a beaucoup de choses, ce qu'on appelle du côté européen l'IA souveraine, l'IA éthique. C'est vrai, mais il y a quand même une réalité, c'est que le monde va très très vite. Donc, avoir un code déontologique par rapport au sujet est important. Et je pense que même si le tout n'est pas édicté par ESOMAR ou un quelconque organisme, je pense que vous avez tout intérêt à mettre en avant ce que vous faites avec, ce que vous autorisez à faire, surtout ce que vous autorisez à ne pas faire. Et essayer justement de le mettre en place. Et d'ailleurs, vous faites écho à la recherche fondamentale. Les universitaires, ben, justement, il y a une révolution à l'université. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que de plus en plus de chercheurs utilisent l'IA. La preuve en est, c'est que le nombre de papiers scientifiques qui sont publiés ont augmenté de façon exponentielle. Ben, ce n'est pas un hasard, c'est lié à l'utilisation. Donc, du coup, petit à petit, il y a un certain nombre de démarches dites éthiques qui autorisent l'usage de l'IA, mais va l'autoriser en encadrant la démarche et en spécifiant le type de démarche. Donc moi, je vous recommande d'établir justement votre propre usage, de faire écho à Isomar sur les pratiques recommandées. Je pense qu'Isabelle pourra en parler aussi. Peut-être que c'est là-dessus qu'Isabelle veut continuer là-dessus. Voilà, c'est Simplement, c'était ma présentation ce matin à la Société française d'analyse sensorielle. C'est en 1948, le code éthique édictait la transparence des méthodes comme une règle absolue, ce qui permet d'établir la confiance, c'est basique. Avec la mise à jour du code éthique là, en 2025, il est clair que parce qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisation de l'IA. Il y a par exemple quand l'outil qui questionne le participant utilise l'IA pour poser des questions sur mesure. Donc ça, on peut dire, alors ce que je disais ce matin, dire le mot IA, ça peut faire fuir les participants, quelquefois qui peuvent être angoissés de se dire tiens, l'IA m'écoute, etc. Mais dire on utilise des outils systématiques de relance. Si on insère de la créativité grâce à l'IA, on peut dire ben, on va jouer à des petits jeux ensemble, comme on faisait avant, en fait, quand on animait de la créa avec que des humains. C'est-à-dire que la transparence, ça reste une clé, parce que la transparence génère la confiance. Et c'est d'autant plus important que rien que le mot IA, et Nabil et Willy le disaient, ça génère une espèce d'angoisse chez les gens. Ils se disent mes données, qu'est-ce qui se passe? Comme je ne maîtrise pas, j'ai peur. Et si j'ai peur, je suis angoissée, je n'ai pas confiance. Donc, je ne confie pas mes sujets. Enfin, donc, oui, la transparence reste d'actualité. Voilà. On a Nabil qui a levé la main. Nabil, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on clôture? On ne t'entend pas, Nabil, tu es en mute. Pardon, voilà, le micro fonctionne. Juste une petite précision par rapport à la question de Jamel. La question est pertinente parce qu'on le voit toujours, il y a cette question de méfiance et de doute qui s'installe chez l'annonceur à propos de la démarche, à propos de l'utilisation de l'information, etc. Ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que est-ce que réellement la question de la transparence à l'égard donc de la méthodologie de l'utilisation de l'IA, elle s'impose. Est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que, c'est-à-dire, surtout, là je m'adresse à Isabelle, Charlotte, Laurent, etc. Est-ce que vous êtes confronté à une situation
où, par exemple, l'annonceur, votre client, il a manifesté un souci ou une question concernant l'utilisation, que vous utilisiez ou non l'IA dans vos projets de recherche, etc. Est-ce que ce genre de cas, il est présent dans votre environnement? Parce que, et là, je reviens par exemple à ce qu'a expliqué nous, la perception en elle-même de l'IA chez l'opérateur et chez le user, elle est limitée à un programme qui aide à la recherche d'informations. Elle n'est pas poussée, c'est-à-dire sa perception, sa connaissance de l'IA en tant que technologie de résolution de problèmes qui simule l'intelligence artificielle, elle est carrément inexistante. Et donc, sur le plan déontologique, là, j'approuve. Il faut peut-être être très transparent. Mais jusqu'à quel niveau? Si on va aborder un niveau où il sera incapable de comprendre, c'est-à-dire cet aspect-là, ça risque de compliquer. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci. On a aussi une autre question de RR. Je suis désolée, je n'ai pas le nom complet. RR. C'est Rigobert Quadio, excusez-moi. Je ne sais pas si c'est l'IA qui m'a mis RR. Voilà. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde. C'était très enrichissant. Je souhaite que de plus en plus nous ayons ce genre de discussion en français. Je suis donc de ciblage sur mon cabinet. Je voudrais quand même adresser une question à Mehdi avant de faire une observation générale. Alors, Mehdi, merci encore pour l'aspect très technique dans l'analytique. Aujourd'hui, quand je prends mon cas, par exemple, nous avons 20 ans d'expérience derrière nous et quelquefois, il m'arrive de découvrir des choses dans l'ordinateur, tel focus group, tel budget. J'aurais bien voulu que ce soit quelque chose de formalisé, un peu comme un livre que j'ai devant moi. C'est vrai qu'il y a les aspects éthiques, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous êtes en mesure d'offrir comme solution personnalisée en termes d'outils qui devient un peu la somme de votre expérience, votre expertise en interne? Et puis, la deuxième chose, c'est l'observation que j'ai dû faire, savoir que notamment pour les directeurs généraux, il faut faire très attention au risque de cupidité. C'est-à-dire que j'ai un travail, je le synthétise rapidement avec l'intelligence artificielle, je le balance au client, ou alors la chargée d'études fait le travail. Je ne le regarde pas, je balance juste pour introduire ma facture. Ce serait une grosse illusion. Je nous invite à entrer à partir de l'humain, recourir à l'IA et à revenir de l'humain comme une de nos collègues l'a si bien présenté. Merci. Je peux répondre, Mehdi, après on passera à Isabelle. On ne t'entend pas, tu es en mute, Mehdi. Tu es en mute. Merci, Sia. Alors, si j'ai bien compris la question de Rigobert, c'est que aujourd'hui, quand je dispose de données, on va dire, de focus group, etc., comment les exploiter justement pour, on va dire, augmenter mon expertise, si j'ai bien compris. Exact, y compris les différents budgets selon les D'accord. différentes méthodologies qui ont été faites. D'accord. Ben, tout simplement, déjà, en premier lieu, il faut structurer, comme a dit Charlotte. Donc, il faut structurer on va dire la knowledge qu'on a, le savoir qu'on a, il faut le structurer d'une certaine manière. Alors maintenant, si je prends le cas d'un focus group, ça dépend de la manière avec laquelle ça a été retranscrit. Alors, si ça a été retranscrit avec un outil, on va dire AI, il y a des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle diarisation et speaker recognition, c'est-à-dire que telle personne à tel moment a dit ça. Donc ça, c'est un premier niveau de données qu'on peut avoir. Maintenant, ce niveau, donc il manque de structure, c'est-à-dire on n'a aucune idée sur le brief du client, on n'a aucune idée sur l'objectif de l'étude, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, par exemple, nous, en interne, ce qu'on fait, c'est que on va restructurer le transcript, c'est-à-dire sur la base d'une grille d'analyse simple, on va structurer la transcription sur un fichier Excel. Maintenant, ça peut se faire avec un humain, tout comme ça peut se faire avec des agents. Donc, des agents AI qui vont ingérer le brief du client, les objectifs et tout ça, et ils vont essayer de structurer. Ensuite, une fois les données sont structurées,
Il y a des variantes on va dire, de RAG qui permettent de traiter, on va dire, la donnée structurée, c'est-à-dire en format, désolé du terme technique, on va dire comme un fichier JSON, comme un fichier Excel structuré. Et là où on va poser la question, ben, elle saura aller chercher l'information exactement au bon endroit plutôt que de parcourir tout le document et de chercher les éléments de réponse qui s'approchent le plus à votre question. Ça permet de gagner du temps parce qu'on va galérer sinon, si on garde juste le transcript tel qu'il est, on va galérer énormément. Maintenant, si l'objectif, encore une fois, c'est d'explorer toute la knowledge dont on dispose, synthétiser, recycler les données, peut-être des fois sans avoir à refaire des études, etc. Ben, tout simplement, vous laissez les transcripts tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, comme a dit Laurent, il y a plusieurs alternatives. Soit vous allez utiliser ChatGPT. Si c'est pas possible, il y a des LLM que vous pouvez installer et utiliser localement et qui peuvent fonctionner très bien voilà, surtout quand les fichiers sont rédigés en, on va dire, une langue ressourcée, comme le français, anglais et autres. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense qu'on a une discussion très, très, très intéressante. D'ailleurs, on a dépassé le temps permis. Anna, on peut continuer rapidement avec Isabelle et Charlotte et puis on clôture si tu veux. Très rapidement. Vas-y, Isabelle, et puis après Et Charlotte, d'accord. et on clôture. Oui, moi Mais en pour tout cas, je juste pense pour- qu'on a besoin de plus de 2 heures, vu l'intérêt qu'a tout le monde envers cette discussion. Voilà, donc Isabelle, vas-y. très vite, moi, je vais raconter comment j'ai changé ma manière de modérer et des interviews et des focus group en pensant justement à l'IA après. Déjà, il faut que le modérateur soit partie prenante de l'analyse, parce que si on prend un propos, je ne sais pas, je préfère le bleu parce que ça me fait penser au ciel, si on n'a pas animé, si on n'a pas vécu les choses, il se peut que ce propos soit perdu ou ne trouve pas son contexte. Donc ça, c'est très important. La première chose, c'est pendant l'animation et pendant les interviews, être extrêmement rigoureux. Imaginons qu'on montre un produit ou qu'on pose une question spécifique. Bon, même si c'est un peu lourd, il faut peut-être dire question Q4 pour la retranscription. Parce que, comme disait Mehdi, sinon on se retrouve avec un amas de données qui vont être traitées comme une masse, sans moment, sans questions clés, qui font que, en fait, on perd complètement la valeur du discours. Donc, très important, au moment où on fait l'animation, pensez déjà à sa structuration de pensée. Ou bien dire simplement, là, nous allons passer au test de concept. Comme ça, si vous voulez, dans un outil qui prend des notes automatiquement, clac, c'est acté. Ensuite, je suis désolée, on en a beaucoup parlé avec Laurent, mais faut bosser, c'est-à-dire faut relire toutes ces prises de notes. Il faut faire attention, quelquefois l'IA dans les prises de notes change les mots, donc ça change complètement le sens, quoi. Et donc nous, à chaque futur, on relit mot à mot toutes les prises de notes pour être sûr qu'il n'y ait pas de contresens. Parce qu'un signal faible, une erreur, va vous donner un signal faible qui est faux. Donc déjà, il faut vraiment s'assurer que la base est pure pour commencer à travailler. Et après, vous checkez tout, vous faites attention. Et il faut faire attention, par exemple, les IA, elles sont, alors c'est important certes, je suis la première à le défendre, mais vous allez voir que les IA, elles sont systématiquement extrêmement protection de l'environnement. Et donc, du coup, ça peut, dans les analyses, vous allez voir revenir ce sujet d'une manière un peu excessive par rapport à la réalité. Donc, il faut être comme on monte à cheval ou on pilote une voiture ou un avion, il faut être aux manettes. Voilà. Mais avec beaucoup de rigueur. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'IA qu'on ne bosse plus. Voilà. Oui. Charlotte? Oui, je voulais juste rebondir sur le côté sécurité des données, transparence, est-ce qu'on utilise de l'IA, etc. Et la vraie vie côté client, parce que nous, je le vis tous les jours. Nous, Datelia, elle est sécurisée, on peut mettre toutes les données qu'on veut et c'est entièrement privé, sécurisé, donc ça rassure beaucoup. Et vous me demandiez tout à l'heure si c'était un besoin client, et en fait, c'est le besoin numéro 1. Donc, avant d'utiliser l'IA, en fait, ils n'utilisent pas l'IA en le disant sans avoir vérifié ça. Mais en réalité, ils utilisent beaucoup l'IA sans le dire. Donc, en fait, il y a c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'utiliser l'IA
parce qu'on ne peut pas, enfin, faut faire attention à la protection des données, mais en même temps, on le fait quand même en cachette. Donc, en réalité, Isabelle, le code éthique est fondamental. Il faut que tout le monde prenne bien en main ce code-là et le comprenne, et en réalité, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas attendu l'IA pour que les données études soient confidentielles et qu'on n'ait pas le droit de les transmettre. Et pourtant, ils faisaient bien pire avant l'IA. Les données étaient transférées par WeTransfer, etc., par mail. Donc, je veux dire, on n'a pas attendu l'IA pour avoir ce sujet sur la table. C'est un besoin client, mais je ne suis pas sûre qu'il soit hyper bien compris encore aujourd'hui côté client de ce que ça veut vraiment dire d'utiliser l'IA par rapport à la protection des données. Je pense que c'est encore complètement flou de leur côté. Alors que c'est toujours aussi fondamental d'avoir un cadre de travail, comme le disait Laurent, mais pour l'instant, il est assez flou et on ne sait pas, on l'exige, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, Oui, merci Charlotte. voilà ce que je voulais En tout dire. cas, je pense, comme je l'ai dit, la discussion, on pourrait continuer encore 2 heures à discuter autour de l'IA. Ce que je retiens, c'est que l'IA aujourd'hui, elle est là pour augmenter l'humain, pour augmenter l'intelligence collective. Elle est là pour 4 choses dont Laurent a parlé: supporter, remplacer, combler et stimuler. L'IA toute seule ne fonctionne pas. Il faut que l'humain reste au centre. Il faut qu'on garde un œil. Il faut qu'on vérifie et revérifie. Il faut aussi qu'on adopte l'éthique nous-mêmes, parce que il n'y a pas moyen en fait, de contrôler tous les usages qu'on va faire de l'IA si il n'y a pas d'autocontrôle. En fait, c'est de l'éducation qu'il faut faire autour de l'IA à l'humain, aux personnes qui vont l'utiliser, que ce soit côté client, que ce soit côté agence, parce que là, on a parlé de l'agence, mais il y a aussi le client qui utilise la data aussi. Les clients aussi utilisent ChatGPT des fois, ils utilisent leurs propres données qu'ils mettent sur ChatGPT. Donc, aujourd'hui, c'est l'humain qu'il faut éduquer pour qu'il sache utiliser l'IA de manière éthique. Donc, c'était une très, très belle discussion. Je pense que j'aimerais bien qu'on continue peut-être plus tard, Anna, l'année prochaine, on reprendra. Et je suis sûre que l'année prochaine, il y aura des Oui, bien nouveautés, sûr. parce que l'IA, ça ne s'arrête jamais. L'IA, ça change chaque jour. Et chaque jour, on va apprendre de nouvelles choses. Chaque jour, il y a des nouveautés. Et donc, on aura encore de quoi parler pendant des heures et des heures autour de l'IA. Merci à vous tous. Merci à tous les panélistes, Laurent, Nabil, Mehdi, Willy, Isabelle, Charlotte. J'ai oublié personne? Personne? OK. Et merci Annalou. Merci à toutes les personnes qui étaient Merci là pour à vous nous tous. suivre. Donc, je te Merci laisse, beaucoup. Annalou, conclure et à très bientôt. À très À bientôt. Merci. bientôt. Merci à toutes À et à bientôt. tous. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Aussi, je dois Merci. remercier Merci à tout le autrefois monde et à très bientôt. Merci. À bientôt. tout Bye le bye. monde, un grand remerciement. Et c'est vrai qu'il faut continuer les discussions. Et si vous avez des idées, si vous voulez participer à des autres discussions l'année prochaine, thématiques pour l'Afrique, écrivez-nous ou appelez-nous et nous faisons compte de toutes les suggestions pour mettre un programme en place le plus tôt possible. Et n'oubliez pas la conférence Afrique en février. Siam, tu es dans le programme, le comité de Oui. programme. Et vraiment, on espère qu'on va être un grand succès et le début d'une continuation des autres événements panafricains pendant les années. Bon, alors merci à tous autrefois, et merci Siam, et à très bientôt, et au revoir. Merci beaucoup. Merci. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.